Les drapeaux vont se mettre à ce niveau. Et là, cette ligne là. Ça ne gêne pas avec la caméra, non? Et après, je vais me mettre là-bas pour filmer. Je vais mettre de façon. Il va y avoir des gens de gauche. Droite de l'autre côté. Je prends là-bas. Vous alignez là. Et là-bas. Là. Vos présences, ainsi que monsieur le maire de hier, monsieur Jacques Politis. Nous allons procéder au dépôt de gerbe. Le cercle algérianiste par monsieur Jean-Pierre Roche, président. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Monsieur le maire, le conseil Oh, excusez-moi, autant pour moi. Excusez-moi. Monsieur Jacques Politis, maire de hier. Dépôt de gerbe de monsieur Jacques Politis, maire de hier. Tu viens déposer avec moi? C'est pas trop bien. Le cercle algérianiste par monsieur Jean-Pierre Roche, président. Voilà. La DIMAD par M. Jean-François Collin. Président. Le Cercle national des rapatriés par M. André Vidal, président. Monsieur Giuliani. Et M. Giuliani, pardon. J'arrive pas à son nom. Oui, oui. L'amicale de la Smala par M. Michel Badino, président, ainsi que M. Abderrahmane Ouichi pour les filles et fils de Harki. Gerbe commune. La communauté israélite de hier, par M. Pierre Atlani, vice-président, accompagné de M. Joseph Pérez de la communauté. L'Association nationale des PTT ACVG du Var, par M. Roger Lancry et M. Michel Sagourin.
Nous allons observer une minute de silence. Ah, il reste une gerbe, excusez-moi. Le comité Veritas par M. Avelin. Nous allons observer une minute de silence. Mort. Prière de Monsieur le Père Garcia, Laurent, à la mémoire de tous nos morts. Chers amis, je suis heureux de me trouver parmi vous en ce jour de mémoire et heureux de voir que nous sommes tous unis dans cette cérémonie parce que la mémoire émiettée, c'est la fin de la mémoire. Je pense qu'il y avait parmi vous un certain nombre de personnes qui se trouvaient à Oran ce 5 juillet. Je me suis trouvé moi-même au milieu de la manifestation, si l'on peut dire, bousculé par les uns, par les autres. J'ai vu comment ça se passait et j'ai eu l'occasion de voir d'un peu plus haut, puisque je suis monté dans les tours de la cathédrale. Nous avions une vue plongeante sur la plage Jeanne d'Arc. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette manifestation n'était pas spontanée. Ce n'étaient pas des gens qui allaient s'attaquer à des manifestants qui arrivaient pour l'Algérie française. C'était des gens qui voulaient créer l'irréparable. Tout s'était bien passé au moment de l'indépendance, l'on peut dire. Mais il fallait vraiment que l'on puisse comprendre que nous n'avions plus de place, pas plus dans la vie civile, c'était à la sortie de tous les bureaux, que même dans le cimetière, puisqu'on veut, pour ainsi dire, effacer la trace. Je voudrais rappeler que ces morts ont été minimisés. On a commencé par dire qu'il y avait 300 morts. Puis devant la réalité des parents, des plaignants, en recherche de leurs disparus, officiellement, on a été à 2500, puis 3000. Il paraît qu'il y en a eu 5000. Or, jamais on ne retrouvera leurs traces, car tous ces morts ont été jetés dans le petit lac. Ça, c'est le Carcarane. Un lac qui est rempli de sable mouvant. Et tout a été bétonné. Nous sommes, nous, la mémoire vivante. Nous implorons le Seigneur, avec tous nos amis des confessions israélites et musulmanes, qui pourront bien sûr prononcer leurs prières, auxquelles nous joindrons. Nous implorons le Seigneur de les tenir dans sa miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.
écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens nos fautes, Seigneur, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme espère. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur n'attend l'aurore. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Oui, près du Seigneur est la miséricorde, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachète mon âme de toutes ses forces. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui nos pains quotidiens. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous pousse pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, souvenez-vous de nos frères, de ceux que nous aimions sur la terre. Accorde-leur enfin la lumière et la vivante paix de votre amour. Ayez pitié des pauvres qui meurent sans un ami près d'eux qui les pleure. Qu'ils soient admis dans cette demeure où vous rassemblerez tous vos enfants. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous nos fidèles défunts reposent en paix. Amen. Merci mon père. Alors, voilà, malheureusement nous n'avons pas de mufti ou d'une personnalité religieuse musulmane. Et donc, bon, voilà. Mais on a quand même des représentants. C'est déjà bien. Je vais demander à M. Atlani, vice-président de la communauté israélite de hier, de dire quelques mots à propos de la... Monsieur le maire, messieurs de la mairie, monsieur le représentant du culte, messieurs et mesdames, messieurs les représentants des associations, messieurs et mesdames, l'association culturelle israélite de hier et de ses environs vous prie d'excuser son président, M. Guy Maurice Belalou, de son absence. La plupart de notre communauté vient des départements d'Alger, Oran et Constantine, départements d'un pays qui s'appelait autrefois l'Algérie française. Et c'est à ce titre, en tant que Français à part entière, que nous nous associons à cette cérémonie œcuménique, à cette cérémonie du souvenir. J'ai une pensée particulière aux familles qui ont souffert et qui souffrent encore. Je vous dirai à titre personnel, simplement, et à l'adresse des générations plus jeunes que la mienne, qu'un drame, qu'un massacre comme celui d'Oran qui a pu être perpétré, que grâce à la passivité sur ordre supérieur des éléments de l'armée française et des forces de l'ordre qui étaient bloqués dans leur caserne. Je vous remercie. Donc pour l'allumage d'une bougie, je crois, en souvenir de tous nos morts.
Donc voilà. Est-ce qu'il y a des présidents ou des personnes qui veulent dire quelques mots à la mémoire de cette cérémonie? Monsieur Jean-Pierre Roche, président du Cercle algérieniste. Je pense que beaucoup connaissent ce livre de Jean-Jacques Lordy, Le silence des femmes. On est pour très peu de temps. Voici 2 témoignages de membres de l'ALN qui ont participé au massacre. Ces témoignages ont été recueillis dans une étude d'Algériens qui s'appelle Miloud Karim Ouina. Alors il les appelle témoins numéro 10 et 13. En mars 1962, j'entre dans la police algérienne. Le 5 juillet 1962, j'étais de service. Dès le début des événements, on nous a distribué des mattes mitrailleuses au central. Nous, la police, sommes descendus en ville pour arrêter les gens qui tiraient. Nous avons remonté environ 800 personnes au commissariat central. Parmi ces gens arrêtés, il y avait des Européennes, des militaires de Djibouti et des Harkis, entre autres. Nous avons été aidés par la garde mobile française. Nous, la police, avons eu un accrochage avec des parachutistes à la gare. Les gardes mobiles partis, nous emmenons les prisonniers, entre guillemets, à la Sepkra, près du Petit Lac, pour les tirer à la mitraillette. En fait, nous n'avons pas eu le temps de les tuer, car dès que les Européens, harkis, militaires de Djibouti, descendaient de la fourgonnette, le peuple s'en emparait et les achevait, qui au couteau, qui à la hache, qui par le feu. Le lendemain, l'ordre fut donné de désarmer la police. Nous sommes restés sans armes pendant une semaine. Le 5 juillet 1962, l'armée française n'est pas intervenue. Témoin numéro 13. Le 5 juillet, j'étais avec un copain dans une fourgonnette. Je faisais monter les Européens qui acceptaient de monter assez facilement. Il suffisait de les regarder. Pourtant, je n'étais pas armé. On a fait plusieurs voyages. Les Européens que nous faisions monter étaient déposés à Médionie. Le peuple, hommes et femmes, s'en chargeait. Je crois que ce fut une vague de démence. 24 heures après, je n'aurais pas pu refaire la même chose. Voilà, des témoignages de massacreurs. Merci. Monsieur Jean-François Collin, président de la DIMAD. Vous voudrez dire quelque chose? Je me dirais juste qu'une chose, c'est que la DIMAD a délégué son droit de parole à Régis Guilhem, qui est oranais et qui a vécu dans les geôles gaullistes. Refaire l'histoire du 5 juillet, même si elle est nécessaire, même s'il faut la faire tous les jours, parce que les gens s'en imprègnent. Tout le monde, je pense, la connaît. Et je voudrais évoquer un élément similaire à ce qui s'est passé en Algérie le 5 juillet 1962. Mais avant toute chose, je souhaiterais regarder Claude Raymond. Claude Raymond qui nous a quittés il y a quelque temps et qui était l'adjointe du général Edmond Jouot et qui malheureusement a fini elle aussi dans les geôles du gaullisme. Le 10 juin 1944, il s'est passé un événement dans un village du Limousin qui s'appelle Oradour-sur-Glane. Quelques éléments de l'armée allemande sont rentrés dans ce village et ils y ont tué femmes, hommes, mais particulièrement 350 femmes et enfants qu'ils ont enfermés dans une église, l'église qui a été brûlée. À partir de ce jour-là, la France a reconnu le génocide, elle a considéré comme un génocide la France, le gouvernement de l'époque. Et ce sont devenus des martyrs, pour reprendre l'expression du préfet de Vichy. Charles de Gaulle, encore lui, le 5 mars 1945 s'est rendu à Oradour-sur-Glane
et a effectivement entériné le fait que ses habitants étaient des martyrs. Et il a dit la chose suivante, qui est extrêmement importante pour les événements qui vont suivre. Ce qui est arrivé à Oradour-sur-Glane nous enseigne aussi autre chose. C'est que pour réparer et pour conserver le souvenir, il faut rester ensemble comme nous le sommes maintenant. Jamais plus, même une fois, il ne faut qu'une chose pareille puisse arriver à quelque point que ce soit de la France. Et pour que cela n'arrive plus, il y a des dispositions à prendre, des dispositions qui ne sont pas seulement des formules, des dispositions qui ne consistent pas seulement à faire confiance aux autres, même quand ces autres ont la meilleure volonté du monde. Il faut se faire confiance à soi-même et s'assurer sa sécurité soi-même. Or, 18 ans plus tard, une ville française, une ville qui était française, est touchée d'un drame épouvantable, parce que, le père le disait très bien, il y a des centaines de milliers d'Européens et harkis qui ont été massacrés dans des conditions indescriptibles. On ne reviendra pas. On a oublié toutes ces femmes et ces jeunes femmes qui ont été enlevées et qui ont fini, pardon mesdames, dans les bordels de l'armée algérienne. On a oublié que ces femmes, quand elles ne servaient plus, ont été jetées dans des camps. Et il y a quelques années, lors d'un rallye Paris-Dakar, un motard italien avait fait un témoignage occulté, disparu depuis, qu'il avait rencontré au sud saharien des femmes de type européen. Serait-elle. Il y a eu également les hommes qui ont échappé à la mort et qui ont fini leur jour dans des mines. Et nous avons un témoignage extraordinaire qui lui-même est occulté par tous les médias, c'est celui d'André Oussignac. Ce militaire, ce soldat français, en uniforme français, qui a été enlevé à Alger le 21 juillet 1962 et qui s'est retrouvé dans des mines et qui, au bout de la 3e tentative d'évasion qu'il a réussi, a raconté son histoire qui est affreuse. Mais le drame d'Oran, c'est pas que cela. Le drame d'Oran, c'est que une armée gaulliste était là, 18 000 hommes, il ne faut pas l'oublier, et cette armée gaulliste a entendu, a vu défiler devant elle des hommes, des femmes, des vieillards, et pas un seul militaire n'a levé le petit doigt. Il fallait obéir aux ordres. Aujourd'hui, j'aimerais rencontrer un de ces militaires pour savoir si, lorsqu'il se rase, il n'a pas un remords ou le reflet qu'il doit avoir dans sa glace. La République française n'a jamais voulu reconnaître les disparus d'Algérie. Le 8 décembre 2011, il y a eu un colloque international à Paris sur les 22 Français disparus en Argentine. Je dis bien 22 Français. 2 fois 11. Voilà. Le président d'honneur n'était autre que Robert Badinter. J'ai contacté moi-même Robert Badinter pour lui demander d'évoquer les disparus d'Algérie, qui eux étaient des centaines, et que dont personne n'en parlait. Robert Badinter m'a répondu une première fois en me demandant expressément d'envoyer un dossier avec les preuves. Je me suis rapproché de personnes qui s'occupent de ce dossier depuis 50 ans. Je ne vais pas tous les nommer, mais il y avait Geneviève de Ternan, Viviane Zagouri, Marie-Claude Thomas, qui m'ont fourni des preuves, des documents. Et je lui ai envoyé le dossier. Au bout de quelques temps, il m'a répondu, pour être précis, le 29 octobre, je vous lis son message. Monsieur, il est certain que je ne puis moi-même conduire une recherche historique, ni organiser un colloque sur ces tragiques événements. Je n'en ai ni le temps, ni la logistique. Le mieux serait d'intéresser une chaîne de télévision ou un producteur pour réaliser une enquête qui permettrait de recueillir des témoignages des survivants. Moi, je lui parle de disparus, lui me parle de témoignages de survivants. Voilà. Personnellement, à ce stade, je ne puis rien faire d'autre, compte tenu de ma charge d'obligation. Mes vœux vous accompagnent, bien à vous, Robert Badinter. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. D'un drame qui, je pense, aucun pays au monde, aucune armée au monde n'aurait permis. On a vu ultérieurement des affaires comme NTB,
On a vu ultérieurement des affaires comme Kolwezi, l'armée française ou l'armée israélienne est intervenue sans problème. À Oran, dans une ville qui était française, personne n'est intervenu. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Voilà, je vous en remercie. Y a-t-il d'autres personnes qui voudraient s'exprimer? Oui, monsieur, moi, bien. Simone Gauthier, bonjour madame. Madame Simone Gauthier. Un juste nommé Rabat Khelif, Oran, le 5 juillet 1962. Le lieutenant Rabat Khelif commandait la 4e compagnie du 30e bataillon de chasseurs portés et il était stationné près d'Oran. Il était le seul officier arabe dans cette unité d'élite. Il a témoigné et il a aussi raconté son action sur France Culture. Donc je lis mon papier pour être sûr de respecter ce qu'il a dit. Il dit « Des renseignements alarmants me parviennent qui affirment que les membres de l'ALN ramassent dans Oran et sur les routes les pieds noirs et bien sûr les musulmans qui étaient pro-français pour les amener dans des camions et les fusiller avant de les jeter dans le petit lac qui, paraît-il, actuellement serait cimenté. Le général Katz, qui commandait à ce moment-là, avait donné des ordres pour que les troupes françaises, quoi qu'il arrive, ne sortent pas des cantonnements. C'était un ordre écrit, il insiste là-dessus, c'était un ordre écrit que nous avions d'ailleurs tous émargé. Je téléphone à mes camarades commandants de compagnie, tous européens, et je leur explique ce que j'avais appris. Ils me disent avoir les mêmes renseignements, mais qu'ils ne peuvent pas bouger vu les ordres. Je téléphone alors au colonel commandant le secteur, qui était mon patron hiérarchique le plus élevé, et à son adjoint. Le commandant me dit « Khelif, je comprends très bien ce que vous ressentez. Nous avons les mêmes renseignements que vous. Je vous laisse faire selon votre conscience. Mais attention, je ne vous ai rien dit. » Alors, j'embarque la moitié de ma compagnie dans des camions dont je pouvais disposer et je fonce sans ordre sur Oran. J'arrive à la préfecture, qui était un des points de regroupement des civils européens dans Oran et qui attendent là avant de se faire zigouiller, avant d'être exécutés. Il y a là une section de l'ALN, des camions et des colonnes de femmes, d'enfants, de vieillards dont je ne vois pas le bout, colonnes par 3 ou 4, des centaines qu'on s'apprête à embarquer pour une destination pour moi alors inconnue. J'avise un planton et je lui demande où se trouve le préfet. Il me montre un monsieur petit, costaud, chéchia rouge, qui grimpait les escaliers de la préfecture. En 3 enjambées, je rejoins le préfet, Souya El Houari, et je lui dis « Monsieur le préfet, je vous donne 3 minutes pour faire libérer tous ces gens-là. Sinon, je ne réponds plus de rien. » Le préfet n'a pas répondu, il est redescendu avec moi, il s'est dirigé vers le responsable de la section de l'ALN. Ils ont discuté quelques minutes et la section est repartie. Le préfet est revenu vers moi et il m'a dit « C'est fait mon lieutenant ». Il s'est tourné vers les gens et leur a dit « Vous êtes libres, rentrez chez vous ». Et ce fut un cri de joie. Mais moi, je reverrai toujours cette scène hallucinante de femmes, d'enfants et de vieillards qui pleuraient, poussaient des cris hystériques, courant, tombant les uns sur les autres. Quelqu'un est venu me trouver et m'a signalé qu'il y avait des gens blessés. Je les ai fait mettre à l'abri pour se faire soigner et les protéger. Puis, j'ai installé des patrouilles sur les axes routiers qui menaient au port et à l'aéroport. J'apprends qu'on arrête des gens qui fuient, qu'ils soient musulmans ou européens. Et c'est la population, des gens armés, ne faisant même pas partie de l'ALN, qui les arrête, les vole, les viole, les tue. J'ai donc mis...